Ce processus de droitisation, il renvoie fondamentalement à la dynamique principale des évolutions du vote des ouvriers. Aujourd'hui, on parle beaucoup du vote des ouvriers pour le Front National, sans voir que le principal changement du vote des ouvriers, quand on regarde les choses sur le long terme, c'est d'abord le déclin du vote pour la gauche. On est très focalisé aujourd'hui sur la question du Front National et du vote massif des ouvriers pour le Front National, qui est une donnée qui existe et dont on discutera sans doute plus tard. Pour autant, il faut d'abord penser les évolutions de manière cohérente dans le long terme. Et là, la première dynamique qui s'impose, c'est d'abord celle de regarder le recul du vote pour la gauche. Parce que la situation telle qu'elle existait au début de la Ve République et jusqu'à la fin des années 70, c'est d'abord celle d'un survote massif des ouvriers pour la gauche. Ce qu'on a appelé dans la littérature scientifique l'alignement des ouvriers sur les partis de gauche, ou bien le vote de classe ouvrier pour les partis de gauche, et qui renvoyait à ce moment-là à la très forte puissance de la gauche chez les ouvriers, en particulier du Parti communiste. Pour comprendre correctement cette dynamique de déclin fondamentalement du vote de gauche des ouvriers, il faut revenir d'abord à des questions de timing avant d'expliquer pourquoi cela se passe. Et le timing, c'est d'abord la fin des années 70, ou en tout cas les années 70. Si bien que ça permet directement d'écarter un des principaux suspects qu'on peut avoir quand on discute des évolutions du vote des ouvriers, de l'éventuel divorce qui peut exister avec la gauche, à savoir la pratique effective du pouvoir par la gauche et en particulier par le Parti socialiste. Ça se passe dans les années 70, avant que la gauche soit arrivée au pouvoir, avant que François Mitterrand devienne président de la République, si bien que ce n'est pas la pratique du pouvoir du PS et de ses alliés qui peut être considérée comme étant la principale explication de ces grandes évolutions du vote des ouvriers. D'ailleurs même, on n'observe aucun retour en arrière de cette dynamique. Le désalignement des ouvriers envers la gauche, il est progressif. On a de moins en moins d'ouvriers qui votent pour la gauche, de plus en plus qui votent pour la droite, et il n'y a pas de rupture temporelle massive, alors que pour autant, dans la vie politique française, on a dès 1983-1984 le Parti communiste qui sort du gouvernement, qui d'un coup devient dans l'opposition et qui aurait pu profiter résultat de la critique contre le Parti socialiste, il n'en a rien été. Le problème, ce n'était pas spécialement un problème du discours des partis de gauche qui aurait déçu les ouvriers, mais c'est d'abord des problèmes structurels. Donc, mes travaux permettent d'identifier deux grandes familles de facteurs. Une explication qui a d'abord trait aux évolutions du monde ouvrier, donc aux transformations socio-économiques qui ont été impulsées par la révolution post-industrielle, la transformation des métiers ouvriers, la transformation de ce que c'est fondamentalement que le groupe ouvrier, la transformation de la catégorie ouvrière au fond, et ça explique une partie de la déstructuration du monde ouvrier tel qu'il pouvait exister pendant les Trente Glorieuses. Mais au-delà de ça, et ce ne sont pas des explications qui sont contradictoires. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que les partis de gauche ont cessé d'encadrer politiquement les ouvriers, alors que c'était précisément ce qui avait donné naissance à l'alignement des ouvriers sur les partis de gauche. La littérature a très bien montré comment est-ce que le travail de mobilisation, en tout cas pour le cas français, le travail de mobilisation du Parti communiste autour du groupe des ouvriers, en se construisant comme étant le parti de la classe ouvrière, avait produit, ou en tout cas largement coproduit, le vote massif des ouvriers pour la gauche et en particulier pour le Parti communiste. C'est sur fond de transformation socio-économique, la déstructuration de cet encadrement de la classe ouvrière par le Parti communiste qui explique, et plus largement par les partis de gauche, qui explique fortement, ou en tout cas largement, leur désalignement envers la gauche, à savoir donc le fait qu'ils votent de moins en moins pour la gauche et par ricochet de plus en plus pour la droite. On touche ici à la deuxième partie de l'histoire. La première partie de l'histoire, celle qu'on vient déjà d'aborder sur le déclin du vote des ouvriers pour la gauche. La deuxième partie, c'est la manière dont s'est construit ce vote aujourd'hui massif des ouvriers en faveur de l'extrême droite du Front National. Je vais discuter seulement de la partie jusqu'à 2012, parce qu'on est rentré depuis 2014 dans un nouveau monde électoral, avec le Front National au-delà de 25% des suffrages exprimés, et on ne sait pas encore exactement à quoi ressemblent les structures du vote pour le Front National dans ce nouveau monde-là. En tout cas, donc, jusqu'en 2012, on avait fondamentalement
cet avantage, enfin en tout cas cette construction progressive du vote ouvrier pour l'extrême droite est d'abord passée par le renouvellement des générations. Et ça permet donc cette idée-là fondamentale de dire que ce ne sont pas les mêmes ouvriers qui jadis votaient pour la gauche et aujourd'hui votent pour l'extrême droite, permet de résoudre en partie ce grand conflit qui existe dans la science politique entre la thèse du gaucho-lepénisme qui était défendue par Pascal Perrineau et la thèse de l'ouvriéro-lepénisme qui était défendue par Nona Mayer. L'enjeu derrière, c'est de savoir en fait qui sont les ouvriers et pour qui ils devraient éventuellement, naturellement voter. Ma perspective, c'est de dire que les ouvriers ne votent pas naturellement pour un parti, mais votent ou peuvent être alignés sur un parti politique si jamais il y a une structure d'enjeu qui est suffisamment stable et qui leur permet de voter de manière régulière pour un parti politique. Précisément, ce qui se passe avec le renouvellement des générations, c'est qu'on a des générations qui jadis ont été politisées autour des enjeux socio-économiques et qui ont voté massivement pour les partis de gauche et qui n'ont pas fondamentalement changé de préférence électorale, mais qui ont progressivement quitté le corps électoral seulement parce qu'elles ont arrêté de voter ou parce qu'elles sont mortes. En revanche, on a l'arrivée de nouvelles générations d'ouvriers qui n'ont jamais fondamentalement été politisés à gauche, qui n'ont jamais eu d'attache partisane très forte pour la gauche et qui donc ont pu être disponibles pour une offre politique nouvelle. Et c'est précisément ce qui s'est passé avec l'arrivée des cohortes dans les années 70-80 qui ne savent pas ce que c'est que le jeu politique sans Jean-Marie Le Pen, qui ne savent pas ce que c'est que le jeu politique français sans l'enjeu immigration à l'agenda et qui précisément sont deux choses qui rentrent en résonance avec leurs conditions de vie et de travail quotidiennes. Donc, cette progression du vote des ouvriers pour l'extrême droite, elle passe d'abord par le renouvellement des générations, de la même façon que le déclin du vote des ouvriers pour la gauche passait par le renouvellement des générations aussi. Résultat, ça permet donc de balayer l'idée selon laquelle on aurait les mêmes ouvriers qui jadis votaient pour la gauche, aujourd'hui qui votent pour la droite. Ils ont les mêmes types de caractéristiques sociodémographiques. Ce sont des ouvriers, le plus souvent avec des parents ouvriers, mais en revanche, ils n'ont pas eu du tout la même socialisation politique. Ils ne sont pas entrés dans le jeu électoral au même moment, avec les mêmes types d'enjeux électoraux, et ça produit des effets qui sont radicalement différents. Pour autant, on a là derrière deux types d'électorat ouvrier du Front National qu'il faut bien distinguer. D'abord parce qu'ils ont des origines différentes et parce qu'ils ont des évolutions différentes. Le premier électorat ouvrier du Front National, il apparaît dès les années 80, en particulier aux européennes de 84, au moment de la première grande percée électorale du Front National sur la scène politique nationale. Et à ce moment-là, c'est d'abord un électorat ouvrier de droite qui s'est radicalisé vers l'extrême droite, comme une partie significative de l'électorat de droite s'est radicalisée vers l'extrême droite pour contester les politiques qui avaient été menées par la gauche depuis 1981. Et on en trouve des traces très évidentes, par exemple dans la Haute-Savoie, avec des milieux qui sont parmi les plus ouvriers de France et qui ont voté très massivement pour le FN, à plus de 20% aux européennes de 84, à Cluse, à Oyonnax, par exemple. C'est donc le premier électorat ouvrier du Front National, un électorat ouvrier de droite radicalisé. Et on a dans les années 90 un second électorat ouvrier qui vient se greffer à ce premier électorat, qui est celui que Pascal Perrineau avait identifié comme étant celui du gaucho-lepénisme, mais qui en fait est un électorat ouvrier qui n'a pas d'attache partisane préalable, qui est l'enfant d'ouvriers qui est voté à gauche, mais qui eux-mêmes n'ont pas d'attache partisane très fortement ancrée au moment où ils sont dans le corps électoral et pour lesquels l'enjeu immigration est la principale source de politisation au moment où ils entrent, au moment où ils expriment leur premier vote. Et c'est ça qui va être donc le deuxième moteur du vote ouvrier pour l'extrême droite. Pourquoi est-ce que c'est important de distinguer ces deux sources de vote ouvrier pour l'extrême droite? Parce que ça permet d'expliquer aujourd'hui les dynamiques parfois contradictoires qu'on peut observer au sein des mondes ouvriers en termes de comportement électoral. Dans le premier électorat ouvrier de droite, on observe plutôt une forme de stagnation du vote d'extrême droite, tout simplement parce qu'en fait, les troupes sont déjà passées à l'extrême droite et qu'il n'y a pas de renouvellement des générations qui produirait de nouveaux ouvriers un peu plus à droite et en particulier un peu plus à l'extrême droite. Alors qu'au sein du second électorat ouvrier, qui était un électorat ouvrier sans attache partisane préalable, les effets du renouvellement des générations se poursuivent, continuent à produire continuent à s'exercer
et cela produit une progression tendancielle du vote des ouvriers pour l'extrême droite, simplement parce que le renouvellement des générations se poursuit. Dernière question, quand est-ce que sont intervenues ces recompositions au sein du vote ouvrier de droite? Les choses sont actées dès la fin des années 80 et ça c'est le produit de la grande phase de réalignement qui a lieu entre 1980 et 1983, pardon, 80 et 84, qui produit à ce moment-là un avantage significatif et différent par rapport aux autres groupes sociaux de l'extrême droite, sur la droite modérée au sein des ouvriers. Donc les ouvriers se distinguent de tous les autres groupes sociaux par le fait que au sein du vote de droite, ils votent beaucoup plus pour l'extrême droite que pour la droite modérée. Et ça, c'est une donnée qu'on a depuis les années 80 et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui et qui explique pourquoi est-ce que cette dynamique de droitisation qui a marqué les évolutions du vote des ouvriers a particulièrement profité au Front National. Ce qu'on montre dans les études sur le vote pour le Front National, en particulier à partir des données d'enquête par sondage sur les grandes enquêtes universitaires, c'est que ce qui unit tous les électeurs du Front National, c'est d'abord leur hostilité à l'immigration. Et ça, c'est une constante depuis les années 80. Rien n'a bougé de ce côté-là, que ce soit sous Jean-Marie Le Pen ou sous Marine Le Pen. Ce qui unit, c'est l'hostilité à l'immigration. Alors, il y a deux choses qui sont importantes là derrière. La première chose, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau fondamentalement en termes d'orientation de valeurs. Dans une enquête de 1970 qui s'appelle l'ouvrier français en 1970, les chercheurs du CEVIPOF avaient montré que fondamentalement, pour eux, la seule chose qu'ils retrouvaient comme unissant les ouvriers à un moment où on leur prêtait un alignement très fort sur les partis de gauche, fondamentalement un refus de la société capitaliste et peut-être même encore un rôle messianique de renversement de l'ordre capitaliste, c'était l'hostilité à l'immigration. Et on mesurait à ce moment-là, dans les années 70, alors que les questions d'immigration n'étaient pas du tout des enjeux électoraux, un très fort rejet des immigrés. Aujourd'hui, ce qui a changé depuis les années 80, c'est que l'immigration est devenue un enjeu électoral, c'est-à-dire une motivation de vote, quelque chose qui peut orienter le comportement électoral. Et donc ce n'est pas une surprise de retrouver chez les ouvriers le plus fort taux de vote pour le Front National, parce que c'est précisément le groupe qui est le plus hostile aux immigrés. Et c'est quelque chose qu'on documente depuis très longtemps en sciences politiques et qu'on associe en général à un faible niveau d'instruction quant à savoir ce qui fait que le faible niveau d'instruction produit du rejet pour l'immigration. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de consensus au sein de la littérature, seulement des hypothèses. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance à penser l'électorat du Front National indépendamment du reste des autres électorats. Et donc le Front National comme s'il était dans un espace de compétition sans aucun concurrent. Or, il faut penser le Front National comme étant un parti fondamentalement qui fait partie du système partisan et qui donc est en interaction avec les autres partis politiques. Ce qui fait qu'aussi, il est en compétition avec les autres partis pour conquérir certains électeurs plutôt que d'autres. Résultat, ça nous invite à réfléchir différemment à la question de savoir quelles sont les motivations du vote pour le Front National. Beaucoup nous disent aujourd'hui que les motivations pour le Front National sont fondamentalement composites, qu'il y a beaucoup de raisons, beaucoup de chemins qui peuvent mener au vote pour le Front National. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de raisons qui peuvent mener au vote pour le Parti Socialiste, de la même façon qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent mener vers le vote pour les Républicains. Réfléchir comme cela en pensant qu'il y a beaucoup de trajectoires différentes empêche de voir la véritable singularité du vote pour le Front National, à savoir cette hostilité à l'immigration. L'hostilité à l'immigration, ce n'est pas une condition nécessaire pour voter, c'est une condition nécessaire pour voter pour le Front National, mais ce n'est pas pour autant une condition suffisante. Si aujourd'hui en France, tous les électeurs qui étaient hostiles à l'immigration votaient pour le Front National serait déjà au pouvoir, et en fait même depuis très longtemps, puisque l'hostilité à l'immigration est majoritaire dans l'électorat français depuis les années 80 et elle l'est toujours restée. Donc fondamentalement, il faut plutôt réfléchir à pourquoi est-ce que certains électeurs qui sont hostiles à l'immigration ne votent pas pour le Front National, plutôt que de se demander pourquoi ceux qui sont hostiles à l'immigration votent aujourd'hui pour le Front National.